sagesse de se dire qu'on vote une loi dans l'intérêt général. C'est pour mieux assurer, en réalité, ils ont séparé les églises et les cultes, mais pour mieux assurer la liberté de conscience. Pour faire en sorte que les citoyens qui veulent croire puissent croire, mais sans venir perturber la marche du système politique qui devait se mettre en place et qui était la Troisième République à l'époque. Et donc c'est pour ça que le système de l'athéisme ne peut pas fonctionner dans une société qui est laïque, et il n'est pas intéressant non plus, parce qu'il revient à discriminer en fait indirectement ceux qui croient. Si l'athéisme devient la religion d'État, ou si l'athéisme devient en quelque sorte le principe d'État, eh bien il discrimine nécessairement ceux qui croient, puisque le propre de l'athéisme est la négation de l'existence de Dieu. Et puis par ailleurs, Jean Jaurès disait autre chose qui est très important, c'est qu'aujourd'hui on discute de laïcité, etc. Mais à l'époque, Jean Jaurès, il avait déjà vu la ruse venir. C'est que Jean Jaurès disait quelque chose de fondamental. Il disait il faut que l'on règle la question religieuse pour résoudre la question sociale. Donc Jaurès savait très bien que la question religieuse était marginale dans tous les débats. Et souvent, que l'on soit au Québec ou en France, eh ben vous pouvez voir qu'en réalité c'est un poteau rose, assez souvent ces débats, qui cachent généralement des problèmes sociaux majeurs, plus graves, des problèmes économiques, etc. Alors en France, par exemple, à chaque fois qu'on a droit à une réforme assez importante, on a droit à un petit débat sur la laïcité. Je vais vous raconter le dernier, c'est très drôle. Macron a, je ne sais pas combien de gilets jaunes dans la rue, ils sont en train de répéter ça tous les samedis. Et Macron se dit, écoutez, il va bien falloir que je règle cette question des gilets jaunes, sauf que je ne sais pas par où prendre par où trouver la solution, parce qu'il ne veut pas modifier sa réforme du code du travail, il a complètement anéanti le licenciement. Enfin, moi, j'ai des clients qui demandaient à l'époque, et ils arrivaient à demander 50 000, 60 000 euros quand ils étaient licenciés. Aujourd'hui, avec la réforme Macron et les barèmes des 3 mois, là, on en arrive à même pas 300 euros, quoi. Donc, vous voyez, il y a une distorsion claire pour les salariés qui, en plus, qui sont au chômage, mais qui sont de plus en plus nombreux, puisque les grands fleurons français sont en train de fermer. Donc, Macron se retrouve avec cette crise des gilets jaunes. Et en plus de ça, il y avait la réforme de la SNCF, qui était un peu en grève, il commençait un peu dérangé. Tous les avocats étaient dans la rue sur la réforme des retraites. Et ça faisait quand même quelques professions qui s'accumulaient et qui commençaient à être dans la rue, quoi. Et il avait eu peur, ils ont tous la hantise. Je ne sais pas si vous avez souvenir de ça, mais moi j'ai souvenir de ça quand j'étais au lycée. Il y avait eu la réforme de Dominique de Villepin du CPE. Et il y avait eu tout le monde dans la rue, il y avait des millions d'étudiants dans la rue, et je pense que c'est un truc qui est fait complètement bader. Ils voient ça tout le temps, ils se disent mais il y aura 1 million de personnes dans la rue, on ne saura plus quoi faire, et on va devoir s'auto-destituer, en quelque sorte, puisque c'est un prince. Et donc du coup, il décide d'envoyer son ministre de l'Éducation nationale au casse-pipe. Alors son ministre de l'Éducation nationale au casse-pipe, c'est très facile. Vous vous faites inviter là dans CNews, une bonne petite émission bien facho comme il faut, et vous vous asseyez en face d'un bon petit Pascal Prod, vous savez, je ne sais pas si vous l'avez vu, alors je ne sais pas si vous avez connaissance, mais c'est le monsieur aux lunettes rouges, qui à chaque fois qu'il y a une polémique qui va naître, il les enlève ces lunettes rouges. Alors il est tout content parce qu'il sait qu'il va buzzer à fond. Alors ils enlèvent ces lunettes rouges, il fait bon allez, on va se lâcher, on va faire une discussion de comptoir. Et Pascal Prod décide de dire mais le voile des mamans là, qui accompagnent lors des sorties scolaires, vous en pensez quoi? Et là c'est foutoir parce que vous avez Zemmour en face, quoi. Alors Zemmour, lui, c'est pas le voile des mamans, c'est pas le voile de ceci, de cela, c'est le voile tout court qu'il n'aime pas. Lui, il est parti en roue libre sur l'immigration, sur voilà, les Arabes, les Noirs, voilà, on a eu le droit à tout. Et du coup, ça a fait naître une polémique où, au sein du conseil régional de Bourgogne, il y a un monsieur qui s'appelle Julien Audoul, qui est je ne sais pas s'il est député ou. En tout cas, il est conseiller régional, ça. C'est un élu. C'est un membre du conseil régional, ça c'est sûr. Je pense que là, pour le coup, il est élu, mais je ne pense pas qu'il soit député à l'Assemblée nationale. Mais
y avait une maman qui accompagnait les enfants pour une sortie scolaire dans l'enceinte du conseil régional de Bourgogne. Et donc cette maman portait le voile, mais il y en avait d'autres qui ne le portaient pas. Il y avait un groupe, quoi. On accompagne des enfants, c'est comme ça. Le député prend la parole avec un micro, évidemment, parce qu'il aime bien se faire entendre. Alors, il dit, est-ce que vous pourriez demander à cette dame qui porte le voile de sortir de la salle ou d'enlever son voile, parce que c'est une entorse à la laïcité. Alors qu'on se le dise, hein, c'est pas du tout une entorse à la laïcité. La loi il n'y a aucune interdiction pour les parents qui accompagnent lors des sorties scolaires de porter le voile. Donc, et du coup, il a créé, puisque ça a été filmé, cette vidéo a tourné, et où en fait l'enfant de cette maman vient vers sa mère qui se fait humilier en public quand même, et qui pleure dans ses bras parce qu'il ne comprenait pas vraiment ce qui était en train de se passer avec lui. Et puis du coup, évidemment, Pascal Prod saute sur l'occasion et invite qui? Au lieu d'inviter des gens un peu mesurés, il invite Julien Audoul lui-même. Alors il l'invite lui-même et lui réitère, il dit oh, je n'ai absolument pas à m'excuser, moi je vais juste appliquer le droit. Et c'est le Conseil d'État, la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel réuni à lui tout seul, quoi. Alors qu'il ne fait rien à l'appliquer du tout, il est juste hors la loi. Mais bon. Et il ne s'excuse absolument pas. Et au-delà de ça, c'est qu'il ne s'excuse pas et il demande quand il dit c'est la loi, c'est comme ça, et quand on lui explique que c'est pas la loi, il dit il faut changer la loi. Donc il s'excuse pas, il s'excuse toujours pas du fait qu'il a quand même humilié une personne qui en plus est une femme qui porte un signe distinctif. Alors c'est toujours les mêmes créneaux, hein, on s'en prend toujours, généralement c'est toujours des femmes voilées qui sont attaquées. Hein. Il y a une forme de combat genré dans ce qui se passe en France qui est assez insupportable. Et donc du coup, ça a créé une polémique pendant un mois, je crois, et le lendemain, ils ont invité le ministre de l'Éducation nationale, M. Jean-Michel Blanquer, qui dit, écoutez, c'est vrai que c'est pas contraire à la loi, le Conseil d'État a statué, c'est pas contraire à la loi, mais c'est vrai qu'on veut pas, le voile n'est pas désirable dans notre société. Alors, je sais pas comment expliquer ça de manière neutre peut-être, mais je crois que si ça fait pas de nous universitaires, peu importe à quel niveau nous sommes, hein, ou juristes, peu importe à quel niveau nous sommes, ça ne nous fait pas bondir de l'autre chaîne, c'est que franchement, il y a un problème à un moment donné dans notre raisonnement intellectuel. Parce que, au-delà d'avoir humilié cette femme, de dire que le voile n'est pas désirable dans notre société, c'est une entorse à la laïcité, puisque l'État est incompétent d'un point de vue religieux. Donc l'État n'a pas à émettre d'avis sur les religions. Et en tant que représentant de l'État, il n'avait pas à dire sur un plateau de télé, moi je suis pour ou je suis contre, ou ça me fait chier de voir une femme voilée, ou ça me fait plaisir, quoi. En fait, on s'en fiche parce que c'est un représentant de l'État. Il n'a pas à avoir d'avis sur ces choses-là. Il doit traiter les citoyens de la même manière égale devant la loi. Et ce qui fait que c'est cette raison, et cette raison précise, qui fait que vous avez une différence de traitement et qui justifie une discrimination. C'est ça qui justifie la discrimination en réalité d'un point de vue juridique. C'est que l'État, comme il n'a pas à prendre position d'un point de vue juridique sur la religion, lorsqu'il en prend une, et il en prend une assez sévère, parce que je vous rappelle que le principe en matière de liberté publique, c'est que la liberté reste le principe, et l'exception à la liberté, c'est une exception. Il faut vraiment l'appliquer de manière motivée, sérieuse, circonstanciée. Et là, il a limité la liberté de quelqu'un. Et donc, en faisant ça, le ministre de l'Éducation nationale a en réalité lui-même porté atteinte à la laïcité. Et tout ce débat qui à la fin a abouti à une proposition de loi, d'ailleurs au Sénat, mais qui je ne pense pas qu'elle va être... Il y a une navette parlementaire entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Je ne pense pas qu'elle va être adoptée par l'Assemblée nationale, qui en majorité, la République en marche, et le président de la République, le prince, s'est prononcé en défaveur de la chose. Et vous voyez qu'il y avait quand même une réforme des retraites. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il y a une réforme des retraites, et derrière, on a mis en œuvre tout un basculement sur une question identitaire, alors que ce n'était absolument pas la question. Aujourd'hui, les gens
la réforme des retraites, elle est passée, quoi. Elle est quasiment à 3/4 passée. Donc aujourd'hui, les gens se retrouvent avec toujours une désagrégation de leurs droits sociaux, et en plus de ça, à être fatigués parce qu'on leur répète toujours le chant des sirènes, le chant de la laïcité. Alors pourquoi une société musulmane non plus ne peut pas fonctionner sur la base d'une religion d'État? Et ça, c'est le pendant de l'athéisme d'État. Aujourd'hui, on a beaucoup de pays musulmans qui disent très clairement, voilà, nous, on est une république islamique. Parmi ceux-là, il y a certains pays du Maghreb, il y a des pays d'Afrique, il y a des pays même de l'Afrique de l'Est. Et hier, j'ai raconté cette anecdote avec du Québec, et je pense que je vais reprendre cette anecdote qui était intéressante. Vous savez, il vous a présenté la communauté Ahmadiyya tout à l'heure, et ça va vous servir dans le cadre, parce que j'ai pris l'exemple du Pakistan, mais je pourrais très bien prendre l'exemple de l'Algérie aussi, au vu des événements récents. Mais par exemple, si on prend la question des Ahmadis, le 4e calife de notre communauté a dit quelque chose de très juste. Il a dit, de toute façon, aujourd'hui, il est impossible d'avoir un État musulman digne de ce nom, parce que de toute façon, vous avez au sein même de l'islam des différences d'interprétation qui sont telles que personne ne sera d'accord sur une ligne de conduite à adopter. Les Malikites diront Shafi'ites, ça c'est pas bon, les Shafi'ites diront Hanbalites, ça c'est pas bon, moi je veux l'interpréter comme ça, et donc du coup, vous ne pouvez même pas avoir une uniformité de l'application des décisions des tribunaux. Une loi, c'est fait pour être appliquée devant un tribunal. Si, même au sein même du tribunal, vous avez, admettons que c'est une formation collégiale, vous avez 3 juges, vous en avez un, c'est un Shafi'ite, un Hanbalite et un autre qui est Malikite, eux-mêmes, ils ne vont jamais aboutir à une opinion concrète, vous voyez. Et donc ça va finir, ça va être un foutoir pas possible, parce que les décisions ne seront jamais constantes. Le but de la jurisprudence, c'est d'être constante et de dessiner une interprétation plutôt cohérente de la loi, et que tout le monde l'applique derrière. On pourrait imaginer toutes sortes d'affabulations où on a à la Cour suprême musulmane des juges de la même obédience politique, mais du coup vous auriez un mouvement politique, admettons les 3 sont chafiites, il y a une population qui est un peu hanbalite, va dire oui mais vous avez nommé que des chafiites, c'est de la dictature et ceci et cela. Bon, en fait c'est des guerres à ne pas en finir sur les divergences d'interprétation. Ce qui fait qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas avoir un système où on peut parler de droits musulmans qui pourraient s'appliquer au-delà de la règle laïque, en fait. Je crois qu'aujourd'hui, le seul système qui peut fonctionner, même pour un pays musulman, c'est un système dans lequel il y a une séparation de mosquée et de l'État. C'est un système laïque. Parce que seul le système laïque qui reconnaît une incompétence de l'État en matière religieuse pourrait permettre de prendre ses distances vis-à-vis du fait religieux et de laisser les problèmes religieux être traités par des tribunaux, et puis toujours être traités sous le prisme de la liberté, et jamais sous le prisme de la contrainte. Et en fait, c'est pour ça que, par exemple, au Pakistan, ce qui est très drôle dans la constitution pakistanaise, c'est que l'article 20 vous dit que la République islamique du Pakistan assure la liberté de religion à tout le monde. Bon, très bien, on est tous contents, et ça nous fait une belle jambe, voilà. Tout le monde peut pratiquer tout ce qu'il veut, et puis quand on regarde le fondateur du Pakistan, en 1947, il avait décidé d'aller au temple, à vos synagogues, à vos trucs, donc on est tous contents. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Et du coup, en 1974, on adopte un amendement, le 2e amendement de la Constitution, qui interdit aux Ahmadis de se proclamer comme étant musulmans. Donc là, vous voyez qu'il y a une entorse. En fait, c'est pour ça que le principe d'une société musulmane uniformisée ne peut pas marcher. Parce que vous allez nécessairement légiférer à un moment donné en raison de demandes de partis religieux. Partis religieux vont nécessairement vous demander d'être plus musulmans que les autres. Et c'est comme aujourd'hui ce qui se passe en France. En France, les gens vous demandent d'être plus laïcs que la laïcité. C'est pas possible, ça ne peut pas marcher comme ça. La laïcité, c'est un principe juridique et il est appliqué tel qu'il est.
Et en France, au Pakistan, on a exactement la même chose. On a des personnes qui disent qu'il faut être plus musulman que le musulman lui-même. Il faut aller encore plus loin. Et pour aller encore plus loin, il faut limiter les expressions des autres mouvements religieux. Donc vous allez avoir des répressions des chiites, vous allez avoir des répressions des Ahmadis, vous allez avoir des répressions des Ismaélis. Et donc, en fait, on favorise toujours une interprétation uniformisée, mais qui n'existe pas dans la société civile. La population, l'opinion publique, n'est pas uniforme. C'est comme dans une société laïque, on ne peut pas tous se ressembler. On ne peut pas tous être vêtus de blanc et puis tous marcher dans la rue. Ce serait franchement triste de mettre de côté la diversité pour dire que la société est laïque. C'est-à-dire qu'on ne respecte même plus nos différences, quoi. Et on doit se plier corps et âme à une dictature laïque, en quelque sorte. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, les deux problèmes qui se passent, bon, dans des proportions quand même assez différentes, hein. On se rassure, on est mieux en France qu'aujourd'hui au Pakistan pour des Ahmadis. Je dis très clairement. Mais ce que je veux dire, c'est que la poussée de ces mouvements, d'un point de vue théorique, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence en fait entre les deux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le système musulman ne peut pas fonctionner si on se base. Et justement, hier, je parlais de ça avec nos invités, là, c'est que, en fait, par exemple, en Algérie, vous avez la République algérienne est islamique, et juste en dessous, ils nous mettent, elle est gérée par le rite malikite. Et les Comores vont vous dire exactement la même chose. La République des îles du Comore sont islamiques, mais elle est régie par le rite chaféite. Alors c'est très compliqué de dire à votre population que en fait ça va être le malikisme ou rien, le chaféisme ou rien. Et donc ce qui fait que à la fois aux Comores vous avez une razzia contre les chiites à un moment donné, où le gouvernement a fait descendre tout le monde parce qu'ils étaient chiites, même contre les Ahmadis on a exproprié des mosquées. Parce qu'il y avait une poussée des partis religieux, et il y avait une poussée, bon, il y avait aussi de la géopolitique derrière, de l'Arabie Saoudite, parce que, vous savez, aux Comores, il y a quelques mois, on a découvert un puits de pétrole juste à côté. Ça, c'est un coup sûr. Franchement, c'est la malédiction sur vous, quoi. Vous trouvez du pétrole, c'est bon, c'est fini. Et donc, du coup, ils ont trouvé du pétrole, et les Saoudiens sont arrivés, et vous savez ce que m'a dit un Comorien, un policier comorien, pour une petite anecdote, c'est drôle. Il m'a dit, de toute façon, nous, j'étais allé justement parce que les Comoriens, le responsable de la communauté musulmane Ahmadiyya, m'avait demandé d'aller voir aux Comores, de faire une analyse juridique des problèmes que l'on avait là-bas, et il y avait une mosquée qui était expropriée. Et tous les Comoriens, quand j'allais les rencontrer, etc., même les flics, hein, me disaient non, on est avec vous, franchement c'est bien, etc., il faut récupérer votre mosquée, etc. Parce qu'ils ont transformé la mosquée en gendarmerie. Alors c'est très drôle parce qu'il y en a un qui s'est fait arrêter, et au moment où ils ont voulu le rentrer dans la gendarmerie, il a dit non, ça c'est une mosquée, j'enlève mes chaussures d'abord. Et donc du coup, et les flics me disent que nous, on a la malédiction parce qu'on a trouvé du pétrole et que c'est les Saoudiens qui payent nos salaires. L'État comorien est en défaut, et donc c'est l'Arabie Saoudite qui vient payer nos salaires sur 6 mois, et donc il y a une dépendance financière à l'Arabie Saoudite, et donc si vous avez une dépendance à l'Arabie Saoudite, vous allez avoir une dépendance à l'idéologie des Saoudiens, puisque je ne sais pas si vous suivez un peu la géopolitique de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite aujourd'hui sait et est en train de parier sur le fait que, ce que je vous raconte, c'est pas un fantasme, c'est sourcé. Ils savent qu'ils ne vont pas avoir du pétrole sur le moyen long terme. Et donc ce qu'ils décident de faire aujourd'hui, c'est d'avoir une domination sur les écoles religieuses, c'est-à-dire avoir une influence vraiment sur la théologie, et essayer de faire imposer leurs livres, leurs enseignements, etc., dans les écoles coraniques des différents pays, etc. Et ce qui est le cas au Comores, où vous ne voyez jamais avant de manuels qui venaient d'Arabie Saoudite, et récemment les Comoriens vous disent mais on n'arrête pas de voir des manuels qui viennent de l'Arabie Saoudite dans nos écoles. Donc voilà pourquoi aujourd'hui même un système musulman, une république islamique est vouée nécessairement à l'échec, parce qu'elle ne remplira pas les conditions, où elle sera toujours sujette à des poussées religieuses extrémistes qui vont vouloir lui demander de toujours modifier un peu plus son régime pour opprimer généralement les minorités.
laïcité en France, dans une autre mesure. C'est un peu pareil ce qui est en train de se passer. C'est qu'on passe d'un principe de laïcité-liberté à de plus en plus de limitations. On pousse vers de plus en plus de limitations à la laïcité pour transformer le principe. Et cette transformation du principe, vous savez, on le voit parce que Jean-François Copé, quand il voulait se présenter au présidentiel, à chaque fois il disait « je vais créer le délit d'entrave à la laïcité ». Ça sonne très faux en fait, parce que la laïcité, c'est pas un... Vous ne pouvez pas concevoir la laïcité comme un délit. Vous ne pouvez pas entraver à une liberté. C'est une liberté en fait à la base. C'est la liberté de conscience. Donc dire que, en fait, délictualiser la laïcité, c'est lui donner un aspect très répressif. Ce qui n'est pas le cas normalement c'est pas la fonction en fait d'une liberté. Oui, alors je vais vous parler des exemples un peu de ce qui s'est passé en France depuis les récentes controverses. Et comment en fait la France a, et après je parlerai un tout petit peu du Québec, que je connais un peu moins, c'est pour ça, mais je vais vous parler des exemples de la France. La France a connu une récente évolution, mais qui est liée en fait aux attentats qui sont arrivés en 2015 sur le territoire français. Qui a fait qu'on a un peu fracturé, on a un peu une société fracturée entre deux conceptions. Soit une conception plus dans la diversité, dans le respect de la diversité, soit une conception qui est de réaffirmer son identité. Ce qui est toujours le cas, je pense même au Québec, où certaines personnes veulent réaffirmer des valeurs qui sont liées à la langue, à la laïcité, etc. Puis une branche un peu plus multiculturelle qui essaye également de voir le jour. Et donc c'est à peu près la même chose, un peu de choses près, mais c'est à peu près la même chose que ce qui est en train de se passer en France, sauf que la France a pris un certain nombre d'avances sur le Québec. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, alors la France, le problème est né en France au moment de la révolution iranienne, dans les années 80. Quand il y a eu la révolution iranienne, alors qu'on venait juste de sortir de la période de mai 68, où il y avait la libéralisation totale, la liberté sexuelle, la liberté des mœurs, il y a un certain nombre de libertés qui s'étaient créées, eh bien la France a pris connaissance du retour du religieux à travers l'élection de l'ayatollah Khomeini, qui est arrivé en Iran. Donc du coup, ce retour du religieux, il a fait un peu peur. Il a fait peur à beaucoup de monde, et notamment aux Français. Ils se disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça? On s'était libéré du dogme religieux, et nous voilà avec un retour du religieux. Et puis l'État a réfléchi de cette manière-là. C'est pour ça que là je mets qu'il y a une confusion entre athéisme et laïcité. Là on commence à confondre sa propre religion, la religion de l'État, quelle doit être la religion entre guillemets de l'État, quelle est la position que l'on doit avoir. Et en 1985, il y a eu l'affaire du voile de Paris. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est deux étudiantes qui étaient âgées de peut-être 16-17 ans, qui se rendent dans leur collège à Creil, et puis le principal les arrête et leur dit, voilà, aujourd'hui, vous ne pourrez pas rentrer parce que vous portez un signe religieux. Donc ces deux filles ont dit, oui, mais nous, on ne fait pas de prosélytisme, on n'est pas en train de pousser les autres collégiens ou lycéens à l'époque à notre religion, on n'est ni en train de faire quoi que ce soit pour nous opposer au cours, en fait. On porte notre signe religieux et puis on n'emmerde personne, en gros. Et donc on voudrait juste rentrer et puis finir notre cours et rentrer chez nous. Et ça avait créé une polémique. Le Conseil d'État avait tranché en 1985 en faveur de ces deux étudiantes voilées, puisque le Conseil d'État avait considéré qu'il fallait vraiment qu'il y ait un prosélytisme agressif de la part de ces deux jeunes filles pour considérer qu'il fallait limiter les signes religieux à l'école. Cette jurisprudence, qui était très bien à mon sens, avait été récupérée par tous les arrêts qui y suivaient. Il y a eu des arrêts en 1990, 92, 96, 2000, qui suivaient en fait exactement cette ligne-là. Il n'y avait même pas de rébellion de la part des cours d'appel. C'est-à-dire que, et si on se dit que certaines cours d'appel sont en train de prendre des arrêts qui sont contraires, même pas. Vous
quand ça allait au Conseil d'État, c'était sur des autres points techniques de droit que c'était cassé. Donc il y avait plutôt une cohérence dans la manière de faire du Conseil d'État, et qui était liée à son avis de 1985. Et en 2003, il y a eu la fameuse circulaire Chatel qui a été adoptée, et la circulaire Chatel interdisait aux parents accompagnateurs lors des sorties scolaires de porter le voile. Ça, c'était la première chose, c'était la première étape. Et puis la deuxième, c'était de réunir la commission Stasi en 2004 pour faire voter une loi contre les signes religieux au collège et au lycée. Et en fait, le fondement de cette loi, c'était... Pour faire une loi, il faut nécessairement qu'il y ait un problème à un moment donné. C'est s'il n'y a pas de problème, vous ne faites pas de loi. Sauf que la loi, elle a aussi une autre vocation. Nous, ce que l'on nous apprend dès le début, de première année de droit, c'est la loi, elle a une vocation générale et impersonnelle. C'est-à-dire qu'elle a une vocation à traiter de l'intérêt général. Là, la commission Stasi, elle statuait sur deux petits cas que l'on avait pris, on avait bien sélectionnés, et elle a commencé à généraliser ça en outrance, en disant, vous voyez, il y a des problèmes partout, dans toutes les écoles, avec les signes religieux, etc. Jean Bobéro, qui est un professeur spécialisé sur la laïcité, qui d'ailleurs a la chaire du Québec également sur la laïcité, a quitté cette commission, a claqué la porte de la commission en disant, moi, il est hors de question que je reste dans une commission où le but est simplement de discriminer les femmes et qui en plus portent le voile. Je crois que ça a été un peu la position également lors de l'adoption de la loi 21. Certains disaient que c'était une discrimination claire envers certaines femmes et qui portaient un signe religieux. Et du coup, Jean Bobéro, lui, a claqué la porte, ce qui était quand même très grave. Derrière, il écrira la laïcité falsifiée, où il dira qu'en fait, dans ce bouquin, il défend une thèse en disant que en fait, c'est de la lepénisation de la laïcité. Et que vous êtes en train de réutiliser tous les moyens à l'époque c'est Jean-Marie Le Pen, pour mettre ça dans vos textes, et vous, avoir des gains électoraux. Parce que il y avait Sarkozy pas loin à l'époque, et puis vous voyez, il deviendra président visiblement, ça marche bien. Donc il faut parler de la laïcité pour devenir président en France. Et donc du coup, il va adopter cette loi de 2004. Quand il va être président de la République, il y aura la loi de 2010 sur le voile intégral. Mais le voile intégral, c'est pas fondé sur la laïcité, c'est fondé sur l'ordre public. Ils disent qu'on ne peut pas vérifier votre identité avec le voile intégral. Et après, il y aura également un arrêt sur le burkini. Vous savez que Manuel Valls, c'était son rêve. Son grand rêve à Manuel Valls, avant de partir en Espagne, vous savez qu'il est parti en Espagne. On est tellement content en France qu'il soit parti en Espagne. Et son grand rêve, c'était, avant d'aller au bord de la mer, c'était au moins de faire une loi sur la laïcité. C'était son grand délire. Tous les jours, il arrivait dans un média, et puis il ouvrait un truc. Et je crois que du temps de Valls, on n'a jamais eu autant de polémiques sur la laïcité. Il a fait, vous voyez les vêtements H&M pour les femmes voilées un peu longue robe, etc. Alors ils avaient sorti tout un catalogue en France sur ce qu'ils appellent la mode pudique, ce que H&M avait appelé comme ça. Alors là, Manuel Valls, je ne sais pas comment ça s'est retrouvé sur son bureau, mais il est devenu fou. Il est sorti, il a dit, il faut qu'à tout prix que j'aille parler sur un plateau télé. Il a dit, je suis contre, c'est quoi cette mode pudique, c'est quoi ça, on vend, non mais H&M vend des voiles, mais vous vous rendez compte? Et H&M leur dit, mais, a répondu à Valls en lui disant, mais en fait, on t'emmerde parce qu'on vend ce qu'on veut. Et puis, ils ont dit, de toute façon, ça peut faire partie de notre collection et qu'on a le droit de vendre ça, c'est une entreprise privée, etc. Et le jour d'après, il nous avait sorti un débat sur le voile, le prolongement de l'interdiction du voile, qui est déjà interdit dans les écoles, collèges, lycées, à l'université. Et il dit non, il faut l'interdire à l'université, le voile. Il faut l'interdire partout. Et aujourd'hui, on parle d'interdire le voile dans l'espace public. Dans l'espace public. Et en gros, à un moment donné, il a un peu percé, parce qu'il y avait un maire un peu raciste du sud de la France, Villeneuve-Coublay, qui a pris un petit arrêté en disant, écoutez, là, les femmes en burkini, ça suffit. Moi, j'en ai marre de les voir sur mes plages. Il en a vu deux. Et pour 2 femmes en burkini, il a fait cet arrêté. Et elle a dit, je prends l'arrêté d'interdire toute femme qui porte un burkini sur les plages.
Bon, après ça, c'était un maire qui était les Républicains, vous voyez, donc très à droite. Et même dans les Républicains, il était encore plus à droite. Alors, un siège de plus, et le mec, il était chez Marine Le Pen, quoi, vous voyez. Donc, il était très très à droite, on va dire. Et Manuel Valls, qui a bâti son combat politique contre Marine Le Pen, vient de dire, mais il a raison, ce maire. Et attendez, il faut interdire le burkini, c'est une idée sensationnelle. Et puis il vient sur le plateau, il dit, mais moi je suis d'accord, il faut interdire le burkini. Et heureusement en fait qu'on a le Conseil d'État en France. Franchement, heureusement qu'on a le Conseil d'État en France. Je pense que c'est une des meilleures juridictions. On a limite envie de prier devant le Conseil d'État, tu vois. C'est tellement trop fort, parce que le Conseil d'État annule des raisonnements complètement dingues. Et cet arrêté a évidemment été contesté devant le tribunal administratif, devant la cour administrative d'appel. Je crois que c'était devant le tribunal administratif et le Conseil d'État a rendu une ordonnance, c'était en référé. Comme le Conseil d'État est compétent en appel en matière de référé, c'est le Conseil d'État qui a tranché directement. Et il a rendu cet arrêt, je vous ai mis la référence, c'est le 26 août 2016. Et cet arrêt du Conseil d'État, en fait, vous dit que, en gros, c'est une atteinte à la liberté d'aller et venir, c'est une atteinte à la liberté de religion, c'est une atteinte à la liberté plus générale d'expression. Donc, cet arrêté en cours est illégal et en cours l'annulation. Bravo le Conseil d'État, on avait envie de l'applaudir dès qu'il a pris cette décision. Et puis, là où vous allez voir qu'il y a vraiment un problème avec la laïcité, et plus particulièrement un problème avec les musulmans en France, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre d'être musulman, pas pour rien, c'est quand vous regardez la jurisprudence sur les crèches de Noël. Alors, si on suit le débat sur la laïcité, la ligne du gouvernement, de tous les gouvernements depuis Sarkozy, parce que Macron, c'est exactement la même chose, eh bien, on devrait se dire, une crèche de Noël, si on la met dans un établissement public, ça devrait être interdit, parce que la laïcité fait que les bâtiments publics sont neutres. Eh bien, non. On a trouvé la manière de distinguer entre lorsque la crèche de Noël a un caractère cultuel et lorsqu'elle a un caractère culturel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Selon le sens du vent, on va dire qu'elle est culturelle ou elle est culturelle. Bernard Ménard, vous connaissez M. Ménard? Non, vous n'avez jamais entendu parler de M. Ménard? M. Ménard, c'est le maire de... Comment c'est quoi cette ville? Béziers. Béziers. Le maire de Béziers. Il est complètement fou. Mais vraiment, il est complètement dingue. Il met des affiches dans sa ville où, genre, il s'oppose aux gens qui ne ramassent pas les crottes. Bon, c'est très bien, mais pour faire une affiche dans la ville, il dit, regardez ces personnes qui ne ramassent pas les crottes de chiens dans la ville, etc. Il a mis des affiches assez incompréhensibles dans sa ville, c'est assez... Il ferme les kebabs. Il décide, il dit non, mais il vient sur CNews et il dit, moi j'en ai marre des kebabs, il y a des kebabs partout. Et puis en plus c'est bondé, tout le monde y va. Ça marche bien visiblement. Donc il en a marre, il fait une guerre contre les kebabs et contre les crottes de chien. Et donc du coup, il a évidemment une guerre contre les musulmans. Sinon ce serait pas marrant. Il a quand même fiché des enfants musulmans. Fiché des enfants musulmans. À l'époque, il avait dit sur CNews en plein plateau, sans qu'on l'arrête d'ailleurs. Il dit, moi, oui, bien sûr, dans mes écoles, les musulmans sont fichés. Les statistiques ethniques et raciales en France sont interdites. Si vous faites ça, vous vous retrouvez devant le Conseil d'État, il se mange une amende, et il comprend la couleur, quoi. Et du coup, Robert Ménard, il a adopté des décrets similaires et il a essayé de faire à peu près la même chose. Je ne sais plus où j'en étais, quelle était mon idée de départ. Je voulais vous parler de ce type sur la laïcité, mais il a fait un... Et je ne sais plus ce qu'il avait fait, mais en tout cas sur le burkini, il avait adopté à peu près le même arrêté et il s'est fait censurer. Je vous parlais des crèches de Noël. Et dans les crèches de Noël, il avait mis une crèche de Noël et il avait mis une énorme crèche de Noël dans sa mairie, quoi. Et celui, il dit que quand c'est un patrimoine judéo-chrétien, c'est pas contraire à la laïcité. Quand c'est judéo-chrétien, c'est pas contraire à la laïcité. Donc il a mis une énorme crèche de Noël en disant, regardez, venez voir la crèche de Noël et regardez comment j'emmerde les juridictions françaises parce que moi je vais la laisser. Et d'ailleurs, il a été du coup attaqué devant le Conseil d'État aussi, et le Conseil d'État a considéré que c'était religieux et donc a annulé la possibilité pour ce dernier de mettre en avant sa crèche de Noël. Mais
Là où on voit qu'il y a une vraie distinction, c'est que pour les chrétiens et cette crèche de Noël, on a bien distingué entre quel est l'apport culturel et l'apport religieux. Alors qu'on ne fait pas la même chose avec les autres religions, quelles qu'elles soient. C'est vrai que les hindouistes ont très peu de problèmes en France. Je crois qu'il n'y a aucune jurisprudence sur la question. Le projet de loi 21, c'est à peu près la même chose. Alors, aujourd'hui, le Québec, on peut se dire qu'on est très loin quand même de l'arrivée du phénomène massif des polémiques françaises. Vous avez certains polémistes qui m'ont été présentés, Monsieur Bocoté par exemple, et il est très fort sur le multiculturalisme. On a plein de choses à se dire. Et donc du coup, vous avez cette poussée quand même qui est là, mais qui est assez contrôlée, heureusement, parce que les Québécois sont peut-être un peu moins extrêmes que les Français sur ces questions-là. Et donc du coup, vous avez eu ce fameux projet de loi 21 sur la laïcité. Et en fait, la raison pour laquelle ce projet de loi est stigmatise, c'est une raison qui a été donnée dans un arrêt de la CJ, de la Cour de justice de l'Union européenne, très récemment. Récemment, on a eu une femme qui travaillait dans une entreprise privée et qui portait le voile. Non, ça serait pas drôle, porter le voile. Et donc, du coup, elle était affectée par son patron à aller dans d'autres entreprises pour réparer des ordinateurs. Je crois que c'était ça son travail. Et un jour, elle va dans une entreprise, et cette entreprise voit qu'elle est voilée, et au lieu de dire à la femme, si tu peux être discrète ou je sais pas quoi, ils écrivent directement à son employeur en lui disant, écoutez, il faut arrêter de nous envoyer cette salariée, parce qu'elle est voilée et qu'elle vient réparer, et moi ça ne plaît pas à mes clients. Donc évidemment, la question c'était, est-ce que c'est une discrimination indirecte? Et en l'occurrence, il y a une avocate britannique qui a... Vous savez, quand une affaire va devant la CJUE, il y a généralement 2 rapports de 2 avocats généraux différents et de 2 pays différents pour avoir 2 interprétations différentes et après la Cour peut trancher. Parce que la CJUE, c'est toute l'Union européenne, donc il faudrait qu'on trouve une méthode d'interprétation qui puisse être conforme à toute l'Union. Et donc, l'avocate britannique et l'avocate allemande avaient conclu à la même solution d'ailleurs, mais l'avocate britannique a dit quelque chose de très juste. Elle dit le truc, c'est que si on place dans la même situation une discrimination, c'est lorsque on place 2 personnes dans une situation objective similaire, mais qu'elles font subjectivement l'objet d'un traitement différencié. Si on place objectivement une femme voilée et une personne qui est athée, par exemple, dans cette même fonction, la personne qui est athée a une philosophie peut-être religieuse, mais n'est pas visible. La personne qui est musulmane et qui porte le voile ou qui a décidé de le porter, eh bien, elle a une philosophie religieuse, mais qui est avec un marqueur de visibilité. Mais ces 2 personnes sont subjectivement placées dans une situation d'emploi similaire. Eh bien, elles vont faire toutes les 2 l'objet d'un traitement absolument différent. Puisque la personne athée ne va jamais se voir contraindre à quitter son emploi en raison du port d'un signe religieux, mais la femme voilée, elle va faire l'objet d'une discrimination indirecte, du coup. Ce n'est pas directement envers elle. Et donc cette discrimination indirecte, c'est un peu ce que les critiques ont dit de cette loi 21, puisqu'ils ont dit qu'un professeur, c'était la question majoritaire qui avait été soulevée, c'est sur les profs, c'est qu'un prof qui porte un voile et un prof qui est athée sont tous les 2 avec des philosophies de vie, des philosophies d'enseignement, des pensées assez particulières, mais l'une est plus visible que l'autre, et celle qui est plus visible, en fait, va être discriminée par rapport à l'autre. Et donc c'est en ça que les ressorts de la loi peuvent être assez discriminatoires sur un certain nombre de points de vue. Mais par ailleurs, j'ai vu une très belle image d'une professeure au Québec que j'avais partagée d'ailleurs sur les réseaux. C'est une femme qui tient une pancarte en disant que j'enseigne ce qu'il y a dans ma tête, mais pas ce qu'il y a sur ma tête.
c'était très intéressant et très beau comme message qu'elle essayait de faire véhiculer. Je voulais vous parler à la fin, c'est le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est, je ne sais pas si peut-être que ça va vous intéresser, mais en France on parle beaucoup de charia, alors qu'on est un pays laïque, hein, mais on adore parler charia. Et on nous dit toujours, mais c'est le retour de la charia, c'est le retour de l'application de la loi musulmane, etc. Alors pour les raisons que j'ai évoquées avant, c'est pas possible, parce qu'il y a trop d'interprétations différentes entre les différentes écoles de pensée, et donc juridiquement on ne pourrait pas imaginer une société où il y aurait trop de divergences de jurisprudence, trop de divergences d'interprétation, trop de divergences de façon de voir la société, et en plus il y aurait autant d'interprétations qu'il y aurait d'églises, en quelque sorte, ou qu'il y aurait de mosquées. Donc ce serait très difficile aujourd'hui de considérer qu'on puisse aboutir à une société musulmane ou avec une charia qui fonctionne. Et par ailleurs, l'idée de croire que ce que l'Arabie Saoudite fait, c'est la charia, je crois que je sais pas, pour un juriste en tout cas, c'est assez vite démontable parce que on se rend compte que rien que sur le prêt à usure, il y a une codification très particulière dans le droit musulman. Alors l'Arabie Saoudite ne la respecte pas. Rien que sur un certain nombre d'autres choses, je veux dire, il y a aussi l'interdiction pour les femmes de conduire, ça n'existe nulle part dans le Coran. Vous pouvez regarder 150 fois, vous n'allez pas la trouver. Donc c'est des trucs qui sont inventés par eux-mêmes et pour asseoir une certaine forme de domination, mais qui est absolument hors contexte de la loi chariatique, comme on dit. Et puis par ailleurs, le prophète de l'islam, on a dans les pratiques, notamment lorsqu'il était à Médine et qu'il était aussi juge à l'époque, eh bien, il y a eu un incident qui est rapporté pour le coup par les 5 livres officiels des hadiths, et dans lequel il a fait application d'une justice assez distributive finalement, où il a appliqué un peu ce principe de droit international de la justice distributive, puisqu'il a décidé d'appliquer pour la personne d'une confession, une personne qui était juive, une personne qui était musulmane. Il y a un contentieux commercial qui est né entre les deux, contentieux de dette, je crois. L'un devait de l'argent à l'autre. Et l'idée, c'était de savoir, est-ce que le prophète de l'islam va appliquer le Coran pour tous les deux, et donc imposer la loi qui est contenue dans le Coran, la charia, pour tout le monde, ou il va décider de scinder son appréciation et faire une analyse distributive, de sanctionner la personne en fonction de son propre livre de référence. Et c'est ce que le prophète de l'islam a fait, c'est-à-dire qu'il a divisé, il a dit pour la personne qui suit la Torah et le premier testament, eh bien, ce sera ça qui va être l'acte de référence pour juger son cas, et pour le musulman, ça va être le Coran. Et donc il a appliqué un système assez distributif de la justice. Et donc ça n'a jamais été l'idée d'imposer à toute la société la même norme. Et en fait, ce système de justice distributive, en fin de compte, il plaide quand même indirectement en faveur d'un système où il n'y a pas de système religieux. Où l'idée, c'est quand même d'avoir un principe civil pour tout le monde, et puis après, chacun fait avec sa conscience religieuse. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Là, vous avez un certain nombre d'éléments de contact, si vous voulez en savoir un peu plus. Si vous voulez avoir la présentation, il faut écrire sur le mail qui vient de s'afficher. Il pourra vous être envoyé tout de suite après par l'imam Nabil qui est là présent. Et si vous voulez en savoir plus sur les livres ou quoi que ce soit, eh bien vous avez également l'adresse. Voilà. Est-ce qu'il y a des... Aujourd'hui, je n'ai pas reçu de mouchoir avec des questions, etc. J'ai pas eu les douanes qui est venu me voir. Si vous avez évidemment des questions, je suis ouvert à répondre à ces questions qui peuvent toucher à la laïcité ou aux choses. Vous avez mentionné tout à l'heure le fait qu'en France, il est interdit d'avoir des statistiques basées sur l'origine ethnique ou religieuse d'une personne.
croyez-vous pas que c'est justement un problème pour l'État afin de peut-être bien planifier, de voir l'impact des politiques gouvernementales sur la population sans avoir l'information sur justement l'origine avoir le portrait de l'ensemble religieux de la société? Alors c'est vrai qu'il y a deux écoles sur les statistiques ethniques et religieuses. C'est que, en fait, on a deux mouvements. On a un mouvement qui était lié à la laïcité, en fait, qui disait que finalement, comme l'État est laïque, on n'a pas à demander à des gens de se définir par rapport à une identité religieuse. Vous savez, c'est tout le dilemme français. C'est qu'on ne se définit pas à travers nos religions, on se définit dans l'universalisme français. Hein. Et ça, c'est le principe qui domine pour l'instant. Et le deuxième, c'est les histoires de discrimination positive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir déterminer qui sont discriminés, quels sont les quotas de personnes qui sont les plus touchées, etc., il serait intéressant d'avoir des statistiques ethniques ou religieuses. Sauf qu'aujourd'hui, sauf cas exceptionnel, c'est pas permis en France. C'est pas permis parce qu'on reste attaché à l'idée de l'universalisme français. Et vous savez, c'est pour ça que quand Jean-Luc Mélenchon, par exemple, intervient, il dit « mais j'en ai rien à foutre de savoir s'il est religieux, pas religieux, etc. » C'est toujours ce même universalisme qui est hérité de la Troisième République en France, et puis de la Révolution française, que l'on ne veut pas perdre. Mais je crois effectivement qu'aujourd'hui, la question va se poser. Parce que, vous savez, récemment, la Fondation Jean Jaurès, qui est une grosse fondation en France, plutôt de gauche, a publié, et s'oppose à la Fondation Montesquieu, qui est plutôt de droite, mais la Fondation Jean Jaurès a publié une étude sur les actes anti-musulmans. Et dans cette étude qu'elle a publiée, elle a très clairement démontré que 4 musulmans sur 5 ont déjà subi dans leur vie des actes anti-musulmans. Donc, ça peut plaider en faveur de l'idée d'avoir des statistiques ethnico-religieuses pour déterminer quel est à quel point ce problème est systémique ou pas, et à quel point il est institutionnalisé ou pas. Donc c'est en débat. Je pense que c'est en débat, mais pour l'instant ça n'a pas encore été adopté. Merci. J'ai peut-être une question qui par rapport à... je suis pas sûr d'être plus ou moins d'accord avec une de vos slides. Dans une de vos slides, vous mettez pourquoi une société musulmane ne peut pas fonctionner, je pense à avant. Ouais. Sur la loi 21, sur celle-là Non, c'est encore avant, je crois. Oui. Celle-ci? Oui, alors là, il y a deux choses que... Il y a une chose qui me paraît assez... comment dire, que je vois. Pourquoi une société musulmane ne peut pas fonctionner? En anglais, pourquoi et là, c'est Muslim States cannot function today. Du coup, là, il y a une confusion de société musulmane et État musulman. Et je pense que c'est peut-être là où... Je pense peut-être qu'on a le même avis. C'est là où je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Vous dites que vous avez présenté comment un État musulman est compliqué à avoir, mais dans votre aspect juridique, ce que je peux comprendre. Pour autant, je ne crois pas que dire qu'une société musulmane ne peut pas fonctionner soit forcément un argument valable et applicable à tout, parce que ça voudrait dire considérer, comme vous dites, le spectre de l'islam est assez vaste, et on peut le voir dans l'Afrique du Nord, au Moyen-Orient, ou bien même au cas de l'Indonésie, avec des façons d'appliquer l'islam de façon très différente. Et je pense qu'il est important quand même du coup, par ce décalage entre les deux langues, de rappeler que quand même, poser est-ce qu'une société musulmane ne fonctionnera pas ou ne peut pas fonctionner, c'est déjà aller contre la réalité que certaines sociétés musulmanes fonctionnent. Et du coup, je voudrais vous savoir, est-ce que vous parlez plus de state, donc je parlais de l'État. Ok, parce qu'en fait, à la fin, là, on a fait des petites modifications entre le français et l'anglais, et donc du coup, il y a eu des petites divergences. Mais je parlais bien de l'État, si on devait éventuellement envisager l'idée d'un État musulman parfait, c'est-à-dire au sens où le système fonctionne, les interprétations sont plutôt coordonnées, etc., et ben, ça ne pourra pas fonctionner. Mais une société musulmane, effectivement, même dans une société laïque, une société musulmane peut fonctionner finalement, puisqu'elle peut se retrouver, elle peut faire des actions de vivre ensemble, ce qui veut dire qu'une société musulmane, évidemment, peut fonctionner. Je pense notamment à ce que vous dites sur certains pays du Maghreb ou de l'Afrique de l'Ouest.
Je pense au Sénégal, par exemple, qui a très bien fait fonctionner ces différentes écoles de pensée musulmanes ensemble. Et donc, c'est pour ça que oui, à mon sens, la société musulmane peut fonctionner, mais à chaque fois, lorsque ça devient politique et qu'on est dans le cadre d'un État et d'un pouvoir politique, là, ça devient beaucoup plus compliqué, parce que l'idée, c'est qu'il y a un enjeu de pouvoir qui est lié à la religion. Et donc, quand il y a un enjeu de pouvoir qui est lié à la religion, il y aura toujours une poussée de certains partis qui vont vouloir essayer d'être plus musulmans que les autres. Et donc, cette diversité de la société musulmane va politiquement pas se répercuter nécessairement. Du coup, j'ai peut-être une deuxième question qui n'est pas du tout liée, du coup. Après, justement, vous avez parlé des différentes déclarations de la télé française par rapport à Castaner. Aussi le jeu, le Muslim Go de Castaner, avec tous les signes ostentatoires qui, pour lui, sont révélateurs d'un extrémisme musulman, assez fun à regarder. Et il y a eu, en ce moment, en fait, j'aimerais bien que vous donniez votre avis, du coup, plus juridique sur le mot islamophobie. Parce qu'en ce moment, il y a une grosse confusion sur l'islamophobie, l'anti-musulman, et deux écoles de pensée très, très différentes, où l'islamophobie est d'un côté utilisée par des instances comme d'ailleurs la Fondation Jean Jaurès a changé de islamophobie à anti-musulman du fait de ces polémiques. Et l'islamophobie. Je ne pense pas que c'est du fait de ces polémiques. Oui, c'est vrai. Mais c'est par regard et par du fait qu'on a ces grosses questions par rapport à l'islamophobie, parce que certains disent que on joue la carte de l'islamophobie à chaque fois qu'on pose des questions sur l'islam, la grosse utilisation un peu partout comme Marlène Schiappa et compagnie. Du coup, je voudrais savoir, est-ce que dans le droit, justement, quel est le mot applicable et quel mot on met, parce que... C'est en fait le problème du terme islamophobie, c'est que effectivement, comme vous dites, c'est soit on renvoie à l'ensemble des discriminations dont font l'objet les musulmans, soit on renvoie à l'interdiction faite de critiquer la religion musulmane. Et donc c'est cette séparation qu'il y a, et il y a les universalistes d'un côté qui vous diront que c'est en fait une interdiction indirecte à critiquer la religion musulmane. Donc parmi ceux-là, il y a un certain nombre de... J'aime pas dire penseurs, parce que croyez-moi, je ne les pense pas comme des penseurs. Caroline Fourest, Laurent Bouvet, enfin voilà, c'est des types qui ont des positions assez ahurissantes sur la question. Gilles Clavreul, Raphaël Tover, etc. Et de l'autre côté, et je pense que c'est un peu la position du gouvernement aussi, qui ne se positionne pas vraiment sur le terme d'islamophobie et préfère utiliser acte anti-musulman. Et de l'autre côté, vous avez le terme islamophobie qui renvoie à l'ensemble des discriminations, mais qui a été repris par l'ensemble des organisations internationales. Alors, vous savez, le problème, c'est que parfois, il y a un écart entre le droit et l'action militante. L'action militante, elle cherche à faire résonner quelque chose dans la tête des gens. Le terme d'islamophobie résonne dans la tête des gens, en se disant, ouais, on est en face de gens qui blacklistent les musulmans en quelque sorte. On est en face d'un vrai phénomène. Acte anti-musulman, on est en face d'un truc qui est un peu trop technique, un peu trop compliqué, un peu long, qui n'est pas aussi révélateur que l'islamophobie. Et puis par ailleurs, il y a une deuxième question qu'il convient de se poser. C'est que l'antisémitisme, par exemple, c'est exactement le même problème, le problème de la racine du mot. Enfin, tous les Arabes sont sémites. Donc, à partir de ce moment-là, normalement, l'antisémitisme devrait s'appliquer également, quasiment l'islamophobie pourrait rentrer dans l'antisémitisme, parce que souvent, on discrimine les gens aussi par rapport à leur arabité supposée, ou réelle. C'est un racisme anti-arabe aussi qui se cache derrière tout ça. Donc, en fait, mais l'antisémitisme, tel qu'il est utilisé, le terme, il fait beaucoup plus de bruit parce qu'il est beaucoup plus significatif d'un point de vue militant. Vous comprenez ? Donc c'est un peu pour ça qu'on utilise islamophobie. C'est pas pour absence de critique des religions, etc., absence de critique de l'islam. Franchement, en France, en plus, si on ne pouvait pas critiquer l'islam, ça se saurait, quoi, je veux dire. Vous voyez ce qui se passe avec l'islam, enfin, tous les jours, on a un droit à une couche. Donc, c'est pas tant ça que l'on vit. C'est l'acharnement, la répétition, l'appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane. C'est un certain nombre de choses comme ça que l'on vit derrière l'islamophobie. Alors, la Fondation Jean Jaurès a effectivement a changé. Vous savez, la Fondation Jean Jaurès, franchement. Il y a Marlène Schiappa qui traîne dans la Fondation Jean Jaurès tous les 4 matins. Elle a écrit un livre avec Jérémy Pelletier qui
sur la laïcité, point, ou un truc comme ça. Enfin, vous voyez, elle ne sait même pas elle-même comment elle doit se positionner sur les mamans qui accompagnent dans du sortie scolaire. Un coup, il nous dit oui, c'est bien, un coup, il nous dit non, c'est contraire aux valeurs de la France. Il faut savoir. Bon, après, elle a une position d'ensemble qui est celle du gouvernement. Non, on ne veut pas de loi, mais on est contre la diffusion du voile en tant que symbole religieux. Mais ça, c'est la parade qu'ils ont trouvée, mais qui ne sert absolument à rien parce qu'elle est complètement contraire au rôle que doit avoir un État, tout simplement. Et donc, moi, je pense que moi, je serais plus d'avis à utiliser le terme islamophobie, mais dans le même sens, et encore une fois, sans le dévoyer. Moi, j'ai écrit un certain nombre de textes en utilisant le terme d'islamophobie, mais à chaque fois, je prenais le soin de dire d'emblée en introduction que moi, par islamophobie, je renvoie aux actes discriminatoires qui sont faits à l'endroit des musulmans. Et pas de la critique de la religion, etc., qui rentre dans le cadre de la liberté d'expression. Et après, on peut émettre un avis sur cette critique de la religion, mais cette critique doit pouvoir être faite dans une société démocratique. Voilà. Je pense que l'islamophobie, c'est un terme qui renvoie à plus de choses que d'un point de vue militant, un peu comme l'antisémitisme, que acte anti-musulman. Après, moi, j'utilise indistinctement les deux, je m'en fiche complètement. À partir du moment où on sait de quoi on parle, ça me va très bien, peu importe la manière dont c'est ficelé. Et aujourd'hui, malheureusement, juridiquement, on n'a pas vraiment de texte qui renvoie à ce type de discrimination. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas un code qui a tranché en faveur d'une expression ou d'une autre. À partir du moment où on sera tranché, je pense que j'utiliserai l'expression pour laquelle le droit a tranché, quoi. Et aujourd'hui, il y a toujours cette espèce de levier entre les deux. Ah. Bon. Oui. Est-ce que vous pensez que, sans rentrer dans le positionnement complet de la République en marche, mais simplement d'alimenter un peu le débat, ça peut rentrer justement dans une dynamique de réélection, en disant que par exemple on va être justement les seuls remparts au FN en 2020, au Rassemblement national en 2022, mais en ayant derrière, au préalable, alimenter justement une islamophobie latente. C'est ce que Mitterrand avait fait, non? Il avait fait monter le Front National pour justement après être le seul au second tour contre le FN. Et c'est exactement en fait le positionnement de Macron. Je veux dire, on ne peut pas le lire comme ça, on le lit comment? Là, vous savez, il y a les élections municipales en avril 2020. Donc on est en plein cœur. Là, nous, on est les musulmans, ils sont dans un pic de polémique qui est assez incroyable. Mais parce qu'ils savent en fait que derrière, il y a éventuellement un raz-de-marée de Rassemblement national qui va prendre le relais dans les villes. Et eux, ce qu'ils ne veulent absolument pas perdre, c'est les villes. Et en fin de compte, les élections municipales, c'est les premières vraies élections pour la République en marche. Parce que derrière, ils avaient hérité du Parti social, enfin, ils avaient hérité de tous les partis, finalement, parce que c'est un micmac incroyable, d'opportunisme incroyable. Et donc, du coup, aujourd'hui, moi, je pense, comme vous dites, que Macron a tout intérêt, politiquement, à faire monter le Front National, parce que s'il se retrouve en face d'un candidat du Front National au second tour, ses chances de succès sont démultipliées. Mais il faut faire attention à ce type de logique de la part de la République en marche, parce que le Le Pen, là, qui était à, je ne sais plus, il était à 20% ou à 19% quand il était en face de Chirac, je ne sais plus combien de pourcents il était, mais très bas. La dernière fois, il était à plus de 40%, Marine Le Pen. Et là, il y a un agacement quand même d'un certain nombre de couches de la population, dont les couches les plus précaires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les couches les plus précaires, c'est les couches qui votent le plus. Et qui votent le plus en faveur d'un candidat. Et vous risquez d'avoir de plus en plus de votes blancs dans le cadre de ces élections, parce que de plus en plus de personnes ne savent plus pour qui voter. Et cette crise dont font face les musulmans aujourd'hui, en fait, ça lie à une crise démocratique, mais sans précédent. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de représentants. Aujourd'hui, on ne sait plus pour qui voter. On n'a quasiment plus, on n'a plus d'intérêt à voter. Et donc, du coup, cette crise institutionnelle que traverse la France, eh ben, les musulmans sont les boucs émissaires, en quelque sorte. C'est un peu la variable d'ajustement
où on fait monter des polémiques. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'à chaque fois qu'il y a un problème social majeur, on a une polémique sur les musulmans. Vous savez, il y avait un type d'extrême gauche, dont moi je ne suis pas trop fan, mais pour le coup il avait sorti une infographie qui était assez intéressante, où à chaque fois qu'il y avait une polémique sur le voile, il disait à côté quelle était la réforme qui était en train d'être passée. Et de mémoire, c'est Julien Salingue qui avait publié ça, et à chaque fois, ça correspondait, en termes de timeline, à une nouvelle réforme qui arrivait. Donc, vous voyez, je pense que je suis assez d'accord avec vous, surtout que là, on rentre en période électorale, à la fois pour les municipales, mais tout de suite derrière les municipales, c'est les présidentielles. Donc, je pense que Macron a effectivement tout intérêt à faire joujou avec le FN, quoi. Mais je pense que c'est grave, franchement, parce que moi, je ne suis pas sûr que Macron passe au second tour si Marine Le Pen est en face de lui. Ou s'il décide de faire, sur le Rassemblement national, on ne sait jamais, ils peuvent faire un changement de virage et ils peuvent décider de mettre Marion Maréchal en face. Mais Marion Maréchal, elle est plus appréciée que Marine Le Pen. Elle aurait encore plus je pense, de capacité de vote. C'est très dangereux. Très, très dangereux. Je suis d'accord avec vous. Vous n'étouffez pas, hein. Pas de question du juriste. Je vais essayer de faire ça pas trop technique. C'est peut-être moi qui n'ai pas saisi ce que vous avez dit quand vous avez parlé de l'exception belge. Quand vous dites que l'État belge subventionne, du moins rémunère les ministres du culte, je ne sais pas si ça part au-delà de simplement les imams, si c'est particulièrement les imams, mais est-ce que ça vient du fait que la Belgique n'a pas de loi homologue à la loi française de 1905, ou est-ce que c'est vraiment la conception de la laïcité d'un point de vue théorique qui est différente en Belgique, et que les Belges se disent « Ah, mais non, la laïcité, ça ne s'étend pas jusqu'à la rémunération ». Je crois que c'est un peu des deux. C'est d'abord que les Belges n'ont pas la loi de 1905, ils n'ont pas la même loi que nous, en tout cas, qui fonde la laïcité, elle est plus constitutionnelle. Et puis les Belges ont également l'idée que ça s'est toujours passé comme ça. Il y a moins de tensions religieuses quand même en Belgique. Il y en a, mais qui sont dues essentiellement à une fracture interne, vous voyez, des Flamands, qui sont dues à un problème de politique interne. Mais vraiment l'idée que la Belgique veut se démarquer aussi de la France sur sa conception de la laïcité. Je pense que, et puis la France aime se démarquer de tous les autres pays en disant qu'on est une exception française, vous voyez, on est une expression française sur la laïcité. Et donc du coup, d'ailleurs j'avais fait une conférence comme ça, France exception française de la laïcité, puis j'avais des choses à dire, parce qu'en termes d'exception, oui, c'est vrai que exception de l'exception. Et donc du coup, je pense que les Belges n'ont pas la même conception, n'ont pas le même rapport aux faits religieux aussi, que les Français. Et même si, c'est vrai que c'est un même mouvement qui a traversé la Belgique, mais je ne pense pas qu'ils aient le même rapport aux religions. Après, je ne suis pas un spécialiste de la laïcité belge, mais voilà, je pense que c'est un peu des deux. Voilà. Sur la loi 21, est-ce que vous pensez que ça va s'arrêter là, puisqu'il y en a qui la considèrent comme un porte-à-faux par rapport à ce que vous avez dit tantôt, ou ça ne résout pas réellement la problématique? Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres modifications, des bonifications ou des... La question c'est, est-ce qu'il y avait une problématique avant? Est-ce qu'il y avait un problème avant? Il y avait un problème qui était lié à des... Problème de perception. Plutôt un problème de perception dû au changement démographique. Mais pas des problèmes de fond. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème dans la société qui était lié à une femme. Regardez, moi ce que je veux dire par là, c'est que si demain, on s'aperçoit qu'il y a un attentat qui est fait, et que cet attentat, il est lié directement au port d'un signe religieux clair, net et précis de la part, par exemple, d'un fonctionnaire de police. À ce moment-là, qu'on fasse une loi qui interdise ça, ben pourquoi pas? On se dit qu'il y a une logique, parce que derrière, il
il y a eu quelque chose qui a fait trembler le pays, vous voyez, qui a fait qu'on puisse trouver une justification, même si l'émotionnel n'est jamais la vraie bonne justification pour faire une loi. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, la loi, elle a une vocation générale et impersonnelle. S'il y a un problème dans la société, il faut le résoudre par une loi. Surtout quand c'est lié à une liberté individuelle. La liberté individuelle, c'est le sacre de la liberté, en réalité. Normalement, on n'y touche pas. C'est la liberté d'expression, en fin de compte, en France, on n'y touche pas. On ne touche pas à la liberté d'expression. C'est sacré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la toucher, il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose qui se soit passé pour qu'on se dise bah, attends, là, ça va trop loin, on va la toucher, cette loi. Mais non, il n'y a pas besoin de la... Regardez, il y a la parole islamophobe, anti-musulmane, tout ce que vous voulez, a été complètement décomplexée ces derniers mois. Pourtant, est-ce qu'on a déposé un projet de loi pour limiter la liberté d'expression? Pourtant, il y a éventuellement un sujet. Mais non, on n'a pas besoin, parce qu'il y a déjà... La loi contient déjà des limitations. Contient déjà un certain nombre dans la loi de 1880, il y a déjà un certain nombre de paramètres qui permettent de réguler ça. Et donc moi, je pense que parfois, peut-être, si le gouvernement voulait vraiment faire passer cette loi, peut-être qu'il aurait dû utiliser un autre outil. Souvent, nous, les Français, ce qu'ils font, c'est que, vous voyez, quand ils ne veulent pas faire passer une loi parce que c'est trop gros, ils font passer une circulaire. Okay, vous passez un petit arrêté par-ci par-là, allez hop, on va adopter ça, par voie ministérielle. Donc, je sais, en fait, pour qu'il y ait une loi, il faudrait qu'il y ait un problème. Moi, je ne pense pas qu'il y avait de problème avant. Il n'y avait pas de problème de société lié à un signe religieux avant. Donc je pense que cette loi, elle est un peu comme la loi de 2010 qui a été adoptée en France. Il y avait 100 femmes qui portaient le voile intégral. Peut-être pas 100 000. 1000 femmes qui portaient le voile intégral dans toute la France. On est plus de 60 millions. On a adopté une loi spécialement pour elles, sur la dissimulation du visage. Et bien ça a contribué à plein d'auteurs de doctrine dire que, notamment le droit constitutionnel, que franchement le législateur est devenu un législateur poubelle. C'est-à-dire qu'il adopte des lois sur tout et n'importe quoi. Législateur de l'émotion. Il faut faire attention à ne pas tomber dans le on fait des lois dans tous les sens pour faire des lois, pour dire que, encore une fois, pour remarquer notre identité, pour redire quelque chose. Pour marquer notre identité, il suffit de nous rencontrer, et puis voilà. Que le gouvernement fasse bien son boulot, et puis chacun s'y retrouvera dans son identité, en France. Ou ailleurs. Moi, je pense que, ouais, il y a un risque quand même réel. Je ne sais pas si ce risque est avéré au Québec. Moi, j'espère pas, c'est sûr. Mais je pense que quand on ouvre comme ça des brèches, et ben, dès qu'il y aura un petit problème, dès qu'on aura besoin de monter par rapport à un parti qui est un peu trop radical et qui prend un peu trop de place dans l'espace politique, bah hop, on va nous faire ressortir cette histoire de laïcité, de valeurs, de langue, etc. Vous voyez, moi, je suis... L'identité nationale a toujours été un vecteur émotionnel incroyable. Un vecteur émotionnel incroyable. Et il a permis à des populations entières de se dresser contre des trucs et de faire valider des choses liberticides. Mais que vous le vouliez ou non, à la fin, c'est liberticide. C'est-à-dire que vous enlevez une liberté à une certaine partie de votre population. Donc il faut penser aussi à demain. Demain, ces femmes qui portent des signes religieux, ils vont avoir des enfants. Et ces enfants vont avoir des enfants. Et s'ils ont toujours vu leurs parents se faire discriminer, s'ils ont toujours vu qu'il y a des lois qui sont votées contre eux, eh ben ça ne va pas améliorer la fracture sociale. Ça va faire que la creuser, en fait. Cet enfant-là, par exemple, qui allait voir sa mère en pleurant dans ses bras au conseil régional de Bourgogne, vous pensez que demain, il va nourrir un sentiment d'amour? Heureusement que si sa mère l'éduque bien, et lui fait comprendre que c'était un fou, etc. Mais ces choses-là peuvent nourrir des sentiments très contradictoires chez un enfant de 8 ans. Très, très contradictoires. Et l'enfant de 8 ans, c'est un enfant de la République. C'est-à-dire c'est un enfant qui est un enfant français. Et qui demain va être dans la République française. Il ne va pas être ailleurs, il ne va pas partir ailleurs. Il n'a nulle part où partir, le gars. Et
je me souviens de Zineb El Razaoui qui disait le lendemain, mais c'est la mère qui a commis une erreur en laissant son fils pleurer. Tu vois, enfin, cet enfant qui va revoir ça dans quelques années, qu'est-ce qu'il va nourrir? Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut qui est, en fait, c'est un jeu dangereux. C'est des liaisons très dangereuses où on peut tomber d'un côté ou de l'autre. Donc, vaut mieux pas ouvrir la porte à ce genre de choses. Vaut mieux laisser les gens être libres de croire ou de ne pas croire, de renforcer éventuellement, si vous avez tant peur que les femmes soient contraintes de porter le voile, etc. Peut-être ça la crainte. Et bien, renforcer les dispositifs pénals. Renforce la loi criminelle sur les violences faites aux femmes. Et élargissez-la aux violences psychologiques, aux violences volontaires ou aux violences dans les foyers familiaux. Mais aujourd'hui, vous avez des femmes qui se font battre dans les foyers familiaux, les flics ne peuvent même pas entrer. Vous prenez le jeu, il y a plus de femmes qui sont tuées de féminicides, etc. Aujourd'hui en France, on a encore fait une marche il y a quelques jours, que de problèmes de voile. Donc je pense qu'il faut adresser les vrais problèmes. Et il faut arrêter de dévier toujours notre attention vers ces problèmes qui sont en fait des problèmes qui sont nés après les attentats de 2000. Qui sont nés après tous ces trucs-là avec les attentats qui ont traversé. Moi, quelque part, en fait, je ne peux pas en vouloir. On ne peut pas éternellement vouloir aux Français d'avoir adopté toutes ces lois. Parce que, quelque part, il y a eu 2015, il y a eu 2016, il y a eu 2017, il y a eu 2018, il y a eu plein d'attentats qui ont traversé la France. Mais on peut en vouloir au gouvernement de ne pas avoir pris les bonnes mesures, des mesures efficaces, qui renforcent la solidarité entre les Français. Et donc, aujourd'hui, ce projet de loi 21, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que par le passé, il y avait vraiment une nécessité de faire cette loi? Et maintenant qu'on l'a faite, quel est le bilan? À quoi elle sert? Est-ce que ça a amélioré la vie au Québec? Est-ce que ça a fait que les juges et les policiers et les autres se respectent un peu plus? Je sais ce que je vais vous dire. Je vais vous dire un truc très vrai. C'est que les discriminations, en cachent souvent une autre. Le port du signe religieux n'est pas indistinct de ta couleur de peau. Souvent, les deux sont liés. Et la femme voilée ou l'homme barbu, ça va être la même chose bientôt. Donc quoi, on va interdire les barbes? C'est ce que Castaner voulait, non? Il a quand même dit qu'un des signes de radicalisation, c'est de porter une barbe. Donc je crois qu'il faut vraiment avoir une compréhension du mécanisme des discriminations, de comment ça a fonctionné par le passé. Et aujourd'hui, à mon sens, vous avez une société qui fonctionne bien, et on adopte des lois pour rien en fait. On adopte des lois juste pour agiter un chiffon qui ne sert absolument à rien. Ça va en aucun cas améliorer les relations entre les administrés et puis les autres. Et après, j'ai vu que sur la loi, il y a eu plusieurs exceptions qui ont été faites, etc. Donc, on va voir comment ça va évoluer, mais il faudra à un moment donné faire le bilan aussi. Tout d'abord, je voudrais remercier Asif Farid pour je pense que c'est moi-même qui est né en France, a appris beaucoup de choses durant cette présentation et je remercie aussi les invités qui sont venus aujourd'hui passer cette soirée avec nous. Et je voudrais aussi, on a du café et des gâteaux, etc. C'est des choses qui ont été faites pour vous, donc s'il vous plaît, prenez du café parce que sinon ça va